Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ce soir, pour poursuivre l'aventure commune, eh bien, nous avons choisi de nous attacher à l'erreur, en intitulant la conférence « Errare humanum est ». Bon. Cette pensée, « Errare humanum est », a été attribuée à Sénèque, mais aussi à Cicéron, puis aussi à Saint-Augustin. Et puis après tout, peu importe qui en est l'auteur, parce qu'elle est partagée par de nombreux penseurs et elle traverse les siècles pour nous enseigner une multitude de choses à découvrir. Pour être plus précis d'ailleurs, il faut resituer la locution dans son entier. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Ce qui veut dire l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Alors en quoi cette maxime s'insère-t-elle dans notre thème annuel qui s'efforce de cultiver le contentement? C'est ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Généralement, la première partie de cette phrase, l'erreur est humaine, est reprise par tous ceux qui se sont trompés pour se justifier. L'erreur est humaine. Ou alors elle est reprise par les témoins d'une faute qui montrent en l'employant qu'ils ne tiennent pas rigueur à ceux qui se seraient trompés. Bon, ça va quoi, l'erreur est humaine. Car bien souvent, l'erreur est associée à une faute. Ce qui, dans nos souvenirs d'école, se voit sanctionné par de mauvaises notes ou bien des blâmes plus conséquents. Mais au-delà justement de ces utilisations habituelles, il est nécessaire de redonner à l'erreur toute son importance, en revendiquant non seulement le droit à l'erreur, mais en montrant à quel point l'erreur s'avère souhaitable. Alors là, évidemment, en disant ça, certains peuvent se retourner dans leur tombe ou s'ajustent sur leur fauteuil, tant cette affirmation peut froisser, puisque normalement, être dans l'erreur, c'est avoir tout faux. C'est passer complètement à côté de la vérité. Or, comme nous allons le voir, l'erreur nous invite à explorer le terrain du vrai et du faux. Elle nous pousse à interroger la notion de vérité et la place qu'elle occupe dans le champ de la pensée. Parce que la spiritualité au quotidien nous demande en permanence de distinguer l'erreur de la vérité. En effet, quand nous nous engageons dans une démarche intérieure, il est très fréquent de nous interroger sur le bien fondé de nos choix, de nos orientations. Sommes-nous dans le juste ou faisons-nous fausse route? Et cette question est récurrente parce que, en ce qui concerne la vérité et l'erreur, il n'y a pas de réponse évidente qui serait définitive. Lorsqu'il s'agit d'emprunter un chemin de progrès balisé et bien fréquenté, la question ne se pose pas forcément, parce qu'on a parfois l'habitude de considérer la norme comme une garantie de vérité. Mais erreur. Ce n'est pas parce qu'un grand nombre d'individus suit le même chemin ou partagent une même voie de pensée et de perception du monde, que ça leur confère un brevet de vérité pour autant. La seule vérité sur laquelle on s'appuie alors, c'est de considérer que si l'ensemble se trompe, on se trompe tous en cœur, ce qui a l'avantage d'éviter la honte personnelle ou la peur du ridicule, qui parfois touche tous ceux qui sont pris en flagrant délit d'erreur par d'autres, qui se targuent d'être naturellement dans la vérité. Et il y a un domaine où la vérité semble indéniable pour un nombre conséquent d'êtres humains, c'est celui des croyances. Et au cœur des croyances, celui qui touche à la religion. Ainsi, avoir la foi, c'est avoir la certitude de suivre des enseignements donnés par Dieu lui-même, ou en tout cas par ses représentants incontestés. Vérité et certitude s'allient alors sur l'autel de la bien-pensance, ce qui permet d'éviter soigneusement de questionner la vérité fondamentale de ces enseignements. Mais bon, ça ne dure qu'un temps, parce que l'évolution de conscience amène peu à peu des phases de doute qui viennent questionner ces certitudes de vérité. Et c'est alors que le chemin invite à chercher la vérité en soi-même, par soi-même, et que les questions qui se tissent autour de la vérité et de l'erreur prennent une toute autre résonance. Dans cette recherche,
Il arrive que certains considèrent la vérité comme étant un absolu, ce qui introduit inévitablement une approche manichéenne du monde et des divers événements. L'interprétation qu'on fait alors classe soit dans le camp du vrai, soit dans celui du faux. Et chacun cherche à valider naturellement sa position en s'efforçant parfois de s'appuyer sur des démonstrations scientifiques, parce qu'il est couramment admis que les vérités scientifiques sont indubitables. D'autant plus lorsqu'elles ont donné lieu à de multiples technologies qui prouvent leur bien fondé. Mais là encore, erreur. Tout ce qui a été prouvé, démontré dans un contexte donné et à une époque donnée, n'est pas vrai dans l'absolu. Bon nombre de scientifiques le pensent pourtant, et ça les conduit à opposer ce qu'ils considèrent comme des vérités scientifiques aux croyances spirituelles ou autres, non validées par l'expérimentation mesurable. Donc, qu'il s'agisse de croyances ou qu'il s'agisse de vérités scientifiques, aucune vérité n'est aujourd'hui absolue et définitive. Alors là, certains pourraient dire que les enseignements dont nous nous faisons relais parlent de la grande loi d'amour-unité, et que cette loi semble bien s'apparenter à une loi fondamentale, universelle et définitive. Mais en quoi cette loi d'amour serait-elle une vérité universelle et définitive? Certes, les lois physiques, que sont l'interaction forte, l'interaction faible, l'électromagnétisme et la gravitation, qui régissent la création, parlent d'amour, puisque rien ne peut être créé sans amour, c'est-à-dire sans union, donc sans unité. Toute création, et l'univers qui en est une expression, résulte de cette loi d'amour. Mais peut-on dire, pour autant, que cette loi est définitive et immuable? Ben non. Qu'elle soit définitive, d'abord, ça, on n'en sait rien du tout. Cependant, à notre niveau de compréhension, il semblerait bien qu'elle soit universelle, à notre niveau de compréhension. Mais nous ne pouvons pas dire, pour autant, qu'elle est absolue, puisque nous n'avons aucune idée de ce qu'elle représente fondamentalement. Ce que nous pouvons en comprendre, ça ne représente qu'une infime partie de ce qu'elle est. Nous n'avons aucune représentation de la façon dont cette loi se manifeste au niveau cosmique ou au niveau galactique. Et notre interprétation, notre niveau de conscience est évidemment bien loin de la vérité de cette loi à un niveau supérieur. La manière dont nous la définissons en fait donc une loi non pas absolue, mais extraordinairement relative. Et nous ne pouvons guère en dire plus. Mais c'est pas grave, hein, parce que la vérité relative nous suffit bien. Parce que même si nous n'avons qu'une approche très partielle et déformée de la loi d'amour, mais elle est tout à fait suffisante pour notre niveau de compréhension actuel et pour nos capacités à la mettre en œuvre. Pour illustrer cette relativité permanente, imaginons que nous cherchions à expliquer le fonctionnement d'un ordinateur à un enfant, en bas âge. Pour rendre accessible notre explication, nous allons évidemment devoir la simplifier énormément et faire l'impasse sur une multitude de détails, au point qu'évidemment un spécialiste considérerait cette explication comme pleine d'erreurs. Et si l'enfant se réjouit d'enfin comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, ça pourrait prêter à sourire, étant donné l'étendue immense de ce qu'il ne sait pas. Pourtant, du point de vue du contexte de l'enfant en cours d'apprentissage, c'est juste. Il a compris quelque chose du principe de l'ordinateur. Eh bien, nous sommes exactement dans ce genre d'approximation à l'égard de la loi d'amour. Nous en expérimentons pour l'instant surtout l'aspect affectif et sentimental, qui nous induit en erreur, bien qu'il apparaisse à nos yeux comme une réalité pleinement éprouvée. Puis, à mesure que nous réalisons que l'amour n'est pas un sentiment, mais une force d'unité d'ensemble dont attestent quelque peu les lois physiques dont nous parlions il y a un instant, nous réalisons que le chemin du vrai, c'est une invitation permanente à aller au-delà du connu. Et que notre approche de l'amour est enfantine, si on la compare à celle que perçoivent les grands sages, les grands initiés,
dans le contexte qui est le leur. Ainsi donc, on pourrait considérer que toute vérité est et ne peut être que relative. Une croyance ou une idée scientifique n'est en soi ni vraie ni fausse. Elle est vraie dans un certain contexte et fausse dans un autre. Elle est vraie d'un point de vue particulier et fausse d'un autre point de vue. Elle est vraie à une époque donnée et elle est fausse plus tard. En fait, une idée peut être considérée comme vraie quand elle s'insère de façon cohérente dans un contexte. Et cette même idée devient approximative, incomplète ou fausse dans un contexte différent. Une idée ou une croyance peut aussi être considérée comme momentanément vraie si elle est utile à l'évolution de quelques-uns. Donc, toute croyance et toute idée peut être considérée comme vraie à un moment donné, dans un certain contexte, pour quelqu'un. La vérité, comme vous le voyez, elle est donc éminemment relative. Et d'ailleurs, même dans le domaine des sciences exactes, les vérités sont sujettes au contexte dans lequel se conçoivent les opérations. Les mathématiciens évoluent régulièrement dans des contextes complètement différents. Une vérité qui est prouvée dans un contexte d'espace-temps à 4 dimensions, le nôtre, risque fort d'apparaître comme une incongruité dans un espace mathématique à 11 dimensions. De même, dans l'espace géométrique dans lequel nous évoluons, nous apprenons à l'école que le chemin le plus court d'un point à un autre, eh bien, c'est la ligne droite. Mais quand on considère l'espace planétaire sphérique, on s'aperçoit que le trajet le plus court d'un point à un autre devient forcément une ligne courbe. Et en fait, les deux approches sont vraies, mais uniquement dans le cadre du contexte dans lequel on les considère. Et puis, on pourrait dire que d'un point de vue sociologique, idem. Faire la grève pour défendre ses points de vue, c'est une évidence en France. C'est juste. Mais ça n'a que peu de sens dans de nombreux pays. Ou en tout cas, pas encore. Il en est de même pour les habitudes sociales et culturelles. Il n'y a de vrai que ce qui appartient à un contexte donné. Et Pascal, le philosophe, en faisait déjà état avec sa célèbre phrase « Vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà ». Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Mais l'orgueil, dû à notre ignorance, supporte mal l'erreur. Et nous cherchons souvent à nous rassurer, en nous acharnant à prouver que nos vérités, dans le petit champ de nos expérimentations, ont un côté absolument vrai. Alors, du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi toute vérité est-elle relative? Parce que nous sommes nous-mêmes des êtres relatifs. Parce que nous sommes des individus dotés d'outils sensibles et mentaux qui se perfectionnent avec l'évolution. Nous ne prenons conscience du monde, d'ailleurs, avec uniquement l'aide de nos 5 sens, qui s'organisent par l'opération de notre 6e sens, le mental, pour pouvoir nous fournir une représentation de la réalité à laquelle, du coup, nous croyons dur comme fer. Nous considérons évidemment que cette réalité ne peut pas être fausse, puisque nous la percevons avec tous nos sens. Et comme en plus nous avons inventé des appareils de mesure qui correspondent à nos sens, nous pouvons mesurer, compter, calibrer, on peut photographier, on peut cartographier tout ce qu'ils perçoivent. Comme si c'était une preuve de vérité incontestable. Et c'est donc toujours à partir de nos sens et à partir de notre mental que se développe le contexte à l'intérieur duquel nous nous efforçons de trouver logique, cohérence et donc vérité. Or, à mesure que nos sens s'affinent, et ils peuvent le faire d'une manière tout à fait surprenante, et à mesure que notre mental devient plus performant, nous pénétrons dans des sphères plus abstraites, nous pénétrons dans des mondes jusque-là inconnus. Et le cadre de nos représentations change alors radicalement. Il s'élargit et les vérités perçues antérieurement dans un contexte plus restreint deviennent forcément obsolètes. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas habitués à concevoir que nos sens ne nous permettent de décoder qu'un spectre restreint des vibrations
et ne traduisent qu'un plan de réalité fort limité sur lequel nous élaborons des vérités. Nous savons que la perception du monde par les autres règnes de la nature diffère radicalement d'une autre. Mais nous n'en déduisons pas pour autant facilement que notre réalité ne peut être considérée comme une vérité universelle. Et c'est pourquoi de nombreux sages, des philosophes, de nombreux scientifiques insistent sur l'absolue relativité de la vérité qui ne cesse de se dévoiler à mesure de l'évolution et du développement de la conscience. L'évidence d'une vérité dépend de la conscience de celui ou de celle qui regarde. La vérité d'hier n'est donc pas la vérité d'aujourd'hui, et elle ne se découvre que si on accepte de se détacher de ce qui était l'évidence d'hier, devenue certitude. La vérité est un instant de clarté qui éclaire un chemin d'une manière nouvelle. Et ce n'est pas un phare permanent qui légitime tous nos savoirs. Ainsi, progresser en vérité dans quelque domaine que ce soit, ça ne se résume pas à augmenter nos connaissances dans un contexte donné, mais ça demande d'initier un mouvement, d'initier un déplacement qui invite à dépasser systématiquement les limites de nos champs d'investigation et à s'ouvrir à de nouveaux contextes. Progresser en vérité, c'est avant tout changer de contexte et admettre que ce qu'on croyait totalement vrai ne l'était pas tout à fait. Et c'est ce changement de regard qui nous amène à découvrir l'erreur. C'est parce qu'on voit plus grand, c'est parce qu'on voit plus large, que la vérité paraît sous un nouvel aspect. Constater l'erreur révèle alors la réalité d'une évolution. L'erreur constatée, l'erreur assumée, et par conséquent l'erreur dépassée, témoigne du mouvement évolutif. Il s'agit donc d'encourager l'erreur en montrant à chacun sur le chemin que toute erreur provient d'une tentative d'innovation et que la réussite passe par de multiples essais-erreurs. Et c'est ainsi que nous tâtonnons de vérité en erreur et d'erreur en vérité pour constater en fin de compte que l'erreur fait partie de toute recherche de vérité. Mais ça n'appartient pas encore à l'opinion communément acceptée. L'erreur, c'est une porte vers la vérité. C'est un passage inestimable pour ouvrir nos champs de conscience, pour peu qu'on sache qu'elle est autorisée, pour peu qu'on en valide l'intérêt et qu'on lui restitue une place de choix dans le processus évolutif. Alors, entrons donc un peu plus avant dans ce concept d'erreur. Erreur, c'est un mot qui est dérivé du verbe errer. Et donc l'erreur atteste d'une errance au gré d'un parcours sinueux et imprévisible. Errer sur le chemin de la recherche permet de découvrir tout ce que nous ne verrions pas si nous allions droit au but visé avec les œillères du désir d'efficacité immédiate. Alors bien sûr, en rapport avec notre vérité du moment, nous pourrions dire que l'errance est quand même balisée, puisque nous suivons à la voie de l'involution et de l'évolution dont parlent les récits retraçant la sagesse du monde. Oui, c'est vrai. Mais si ce chemin devient intelligible avec l'évolution, il reste en évolution totalement inconnu pendant des milliers de vies et ne sert absolument pas de point de repère. De plus, il n'a rien d'une route directe. Il est fait de chemins buissonniers qui s'entremêlent sans panneaux indicateurs et permettant de se diriger à coup sûr. C'est donc par essai-erreur et compréhension de nos errances plus ou moins longues que se dessine progressivement la direction. Et d'ailleurs, c'est seulement là que réside notre liberté. Au cours de nos milliers de vies, nous sommes libres de choisir par quel sentier passer. Nous pouvons flâner à loisir, nous pouvons nous hâter plus directement, investir tous les possibles grâce aux conclusions que nous tirons de nos inévitables essais-erreurs sur le chemin de la vérité qui imperceptiblement nous guide. Parce qu'en réalité, quand même, nul ne cherche à se perdre consciemment. Personne ne cherche à se tromper consciemment. Mais c'est grâce à nos errances, à nos erreurs, et à leur découverte, que nous ouvrons notre vision de l'horizon et que nous élargissons le contexte de nos expérimentations.
tant que notre mental n'est pas développé et que nous n'avons pas le recul nécessaire pour reconnaître le bon chemin. Eh bien, c'est la souffrance et la maladie qui sont des retours d'expérience et qui nous aident à discerner les voies à privilégier. Mais c'est vrai que nous ne faisons pas toujours immédiatement le rapport entre les causes et les effets et que nous avons tendance souvent à répéter les causes dont nous déplorons les effets. Alors il est intéressant de voir que dans le contexte novateur du monde des jeux vidéo, la méthode d'essai-erreur se nomme en anglais « die and retry », c'est-à-dire « meurs et réessaye ». On dispose dans les jeux vidéo d'autant de vie que nécessaire pour progresser dans le jeu. La loi des renaissances s'y affiche donc sans aucun complexe. Bon, ça se passe dans le virtuel, mais où commence le virtuel et où finit-il, sachant que nos perceptions nous trompent? La réponse à cette question a le mérite d'être pleinement ouverte. Le chemin d'évolution nécessite donc des tours et des détours, des errances et fils d'Ariane, comme le symbolisent les labyrinthes des cathédrales. Nous retrouvons aussi ce symbolisme à travers les longs périples de tous ceux qui témoignent d'une grande évolution de conscience, comme Ulysse, qui passe par une douzaine d'étapes avant de retourner chez lui, ou Hercule, qui semble se tromper de chemin dans son dernier travail, et qui, pour conduire les bœufs depuis l'Espagne jusqu'à la Grèce, passe par la Bourgogne, l'Italie, jusqu'à la Sicile. Et par conséquent, la méthode d'essai-erreur est un chemin d'exploration et de découverte. C'est un moyen qui, à chaque étape, enseigne et permet d'en sortir grandi, pleinement conscient que l'évolution résulte de la preuve affrontée, traversée et résolue. Mais l'épreuve inquiète. Et nombreux sont ceux qui, pour éviter de souffrir, évitent de s'engager, se protégeant de l'erreur pour n'avoir pas à affronter un quelconque échec. Si, ils n'apprennent rien. Et ils cultivent un statu quo mortifère, mais pourtant confortable. Et c'est ce qui fait dire à Theodore Roosevelt que le seul homme à ne jamais faire d'erreur, c'est celui qui ne fait jamais rien. C'est là une belle lapalissade, mais qui ne doit pas nous faire oublier que c'est aussi une attitude courante et fort peu évolutive. Et d'ailleurs, le grand sage Lao Tse nous a mis en garde en pensant que ne rien faire est déjà en soi une erreur. Il affirmait déjà 6 siècles avant notre ère, l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Mais à ne se tromper qu'une fois et en rester là, c'est évident qu'on fait du surplace. Alors bien sûr, on peut comprendre que toute personne qui pense qu'elle n'a qu'une seule vie redoute de se tromper et se persuade qu'elle n'a pas droit à l'erreur parce qu'elle n'aura pas droit à une seconde chance. Pas de rattrapage possible. La crainte de l'échec et d'une vie qu'elle estimerait ratée peut donc la paralyser, la terroriser. Mais quand on sait que rien n'est définitif, et qu'on peut apprendre à chaque instant, quand on sait que nous avons des heures, des jours, des années, des vies, pour comprendre les leçons de nos erreurs, de nos errances, et leurs bienfaits, alors, oser devient une porte fondamentale vers la découverte. En fait, celui qui n'a jamais connu l'erreur n'a jamais tenté d'innover quoi que ce soit. Alors, osons penser, osons agir, osons se tromper pour vivre au plus près du juste qu'on est en mesure de saisir. Alors, puisqu'on ne peut échapper à l'erreur, voyons un peu plus loin tous les bénéfices qu'elle comporte. L'erreur, comme nous venons de l'évoquer, est un bienfait. C'est un bienfait parce que c'est une source d'évolution, c'est une borne sur le chemin de la vérité. Alors, tout d'abord, considérons-la du point de vue de la personnalité. L'erreur se révèle, pour la personnalité, quand l'expérience n'est pas conforme à l'objectif que nous poursuivons. Quand il n'y a pas adéquation entre notre volonté personnelle, notre but et nos réalisations, on trouve qu'il y a erreur et échec. Car bien souvent, encore une fois, nous associons l'erreur à l'échec, comme si c'était définitif. Et donc c'est ce décalage qui nous incite à chercher les moments
où nous avons pris les mauvaises décisions, pris les mauvais chemins, rencontré les mauvaises personnes, bref, on cherche l'erreur. Mais paradoxalement, c'est aussi en analysant nos réussites et ce qu'elles ont exigé de nous, que nous finissons aussi par nous demander si tout ça n'est pas une erreur, une vaine prétention à être, et si nous ne sommes pas passés à côté d'autres choses plus essentielles. Finalement, dans un cas comme dans l'autre, c'est en analysant nos erreurs comme nos réussites, c'est en revisitant nos choix et l'ensemble de leurs conséquences que nous devenons plus performants dans les domaines que nous explorons. Maintenant, si on regarde ça du point de vue de l'âme, eh bien, l'analyse de l'erreur, comme celle de la réussite, est toujours un bienfait parce que c'est l'occasion de réfléchir à nos vérités d'un moment, à ce qui s'est avéré nécessaire pour permettre à notre être de progresser sur le chemin de l'expérience et de l'évolution de conscience. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fausse route. Il n'y a que des chemins qui permettent d'explorer une voie qui nous enseigne. Les choix qu'engage la personnalité sont toujours matière à progression du point de vue de l'âme. À chaque pas, elle éclaire les événements qui apparaissent pour les inscrire dans une perspective évolutive. Et c'est ainsi que lorsque nos projets personnels échouent de façon répétée, nous finissons par les interroger et par comprendre qu'il est important d'inscrire nos objectifs dans un devenir plus global. De même, quand toutes nos entreprises réussissent et que nous n'en tirons plus la satisfaction espérée parce que nous ne faisons que nager dans des eaux archi-connues, la sensation de s'être égaré est le signe bienvenu d'une mutation intérieure. C'est donc lorsque la vanité de nos projets personnels nous apparaît à force d'échecs ou de réussites que nous nous tournons vers des objectifs plus soucieux de bien commun. Nous savons que la vie est une école à plein temps. Et le focus que nous portons sur nos erreurs et nos errances n'est en réalité qu'un point de passage obligé pour nous permettre d'avancer sur la carte de l'évolution. L'âme connaît le terrain de l'incarnation et elle invite à l'explorer. Il n'y a pas de chemin qui serait le meilleur chemin. Il y a une multitude de chemins qui mènent tous à un point de découverte et d'ouverture. Alors sur le chemin de l'évolution consciente, les voies sont tellement multiples qu'on peut s'interroger sur le choix de celle que nous avons à prendre. Quelle voie philosophique, ou mystique, ou ésotérique suivre? Là encore, les possibilités d'erreur nous semblent très nombreuses. Et même si nous comprenons que finalement tous ces chemins mènent à Rome et qu'il n'y a pas d'erreur irrémédiable dans le choix de nos itinéraires, on aimerait bien quand même connaître le parcours le mieux approprié à ce que nous sommes pour éviter les erreurs. Oui, mais comment savoir si on n'essaye pas? On ne peut pas éviter les erreurs. Parce que ce qui est le bon chemin pour certains ne l'est pas du tout pour d'autres. Il n'y a donc pas de fausse route. Il n'y a que des routes qui mènent quelque part. Certaines sont plus longues et plus sinueuses que d'autres. Il y a des routes faciles, il y a des routes accidentées, il y a des routes labyrinthes, il y a des autoroutes, il y a des impasses, il y a des passages secrets. Et c'est en foulant tous ces possibles que nous apprenons. C'est en nous trompant que nous affûtons notre discernement et que nous finissons par nous diriger avec beaucoup plus de précision. Comme nous pouvons le voir dans la grande école de l'existence, donc, tout est pédagogie. Chaque pas amène au suivant, et les erreurs enseignent autant, si ce n'est plus, que ce que nous considérons comme des succès. Et si, a posteriori, nous nous demandons pourquoi nous avons séjourné si longtemps dans ce que nous considérons aujourd'hui comme des voies de garage, mais pourquoi nous nous sommes enlisés dans des ornières de pensée? Mais pourquoi nous avons défendu si longtemps, bec et ongles, une vision si limitée? Et pourquoi tant de vérités erronées dans le rétroviseur de la conscience? Il n'y a qu'une réponse. Parce que les leçons de l'expérience doivent être pleinement intégrées. Et qu'il ne suffit pas de savoir pour être. Il faut être pour devenir exemplaire de savoir et accéder à la véritable connaissance.
C'est donc en allant d'essai en erreur, et d'erreur en leçon d'expérience, que nous explorons tous les possibles. Et ce n'est que lorsque nous ne sommes plus obnubilés par la peur de nous tromper, eh bien que nous osons explorer d'autres chemins que ceux que nous indique la prudence ou l'habitude. Il n'y a pas de mal à faire demi-tour. Il n'y a pas de mal à faire demi-tour dans une impasse. Il n'y a pas de marche arrière de toute façon. Il y a juste l'occasion d'éprouver des directions opposées. Et si on s'éloigne d'un point qu'on s'était fixé, il est aussi possible d'opter pour un itinéraire bis dès le prochain carrefour. Il est peut-être plus long, mais il permet de découvrir d'autres paysages. Alors, on dit que l'erreur est humaine. Errare humanum est. Mais en fait, elle n'est pas qu'humaine. Tous les règnes de la nature font des erreurs. Et ce sont elles qui permettent une lente adaptation au sein de chaque espèce. L'erreur, c'est le moyen qu'a trouvé la grande intelligence créatrice pour parfaire l'évolution dans tous les règnes de la nature. Mais l'humain aborde l'erreur d'une manière bien spécifique par rapport à ces autres règnes. Voyons cela. Tant que le mental n'est pas du tout développé, l'humain, comme les autres règnes de la nature, s'adapte progressivement à toutes les erreurs de fonctionnement qu'il met en évidence, et en général, ça ne touche que la vie quotidienne. Par contre, plus le mental se développe, et plus l'humain est insatisfait des vérités qui sont les siennes, et plus il pose de questions, plus il cherche à élargir le cadre dans lequel se situent ces vérités. Et c'est le fait de percevoir un cadre, un contexte plus large, qui met en évidence les limitations et les erreurs inhérentes au contexte précédent. L'erreur apparaît donc par expansion de conscience. À mesure qu'augmente notre capacité à penser le monde, à mesure que nous sommes aptes à rejoindre l'abstraction, à remonter au monde des causes, nous révélons des erreurs qui demeurent pourtant, c'est important, des vérités fondamentales pour tous ceux qui n'ont pas encore élargi leur vision de ce nouveau contexte. Et donc c'est par l'esprit de recherche incessant que l'humain conçoit des contextes de plus en plus larges qui mettent en évidence à la fois les erreurs qui ont servi de marchepied pour parvenir jusque-là, et des vérités plus grandes, mais toujours relatives. Et c'est en remontant au niveau de l'abstrait que des nouveautés peuvent être saisies par la recherche fondamentale et par la méditation. À notre niveau, c'est par la méditation que nous accédons à des espaces de vérité insoupçonnés, et qui pourtant ne sont que des parcelles de vérité. Alors comme nous cherchons à être des scientifiques de la conscience, nous tâtonnons. Et quand nous cherchons à valider nos vécus de méditation en nous demandant s'ils sont vrais ou illusoires, en nous demandant s'il s'agit d'erreurs de jugement, d'erreurs de perception, ou s'il s'agit d'une vérité incontournable et fondamentale, eh bien, réalisons qu'ils sont momentanément vrais pour nous. Et que c'est notre prochaine expansion de conscience qui montrera à quel niveau se situe l'erreur. Donc, en matière de vérité, c'est important de concevoir que nous n'avons accès qu'à une erreur en perpétuelle rectification. Nous n'avons accès qu'à une erreur qui se rapproche pas à pas d'une once de vérité. Et donc, ne recherchons pas une révélation avec des grandes vérités fondamentales, parce que si ces grandes vérités nous étaient accessibles, de toute façon, si on pouvait même les comprendre, il nous serait impossible de vivre pleinement leur réalité. Donc, ce qui importe dans nos recherches, c'est d'être en phase, complètement en phase, avec des vérités utiles, avec de petites vérités, des aspects plus ou moins déformés de vérités plus grandes qui nous permettent de vivre et d'expérimenter les chemins sur lesquels nous avançons. À défaut, ça ne nous aide absolument pas à progresser. Toute vérité établie est un socle sur lequel nous nous construisons. Et toute erreur reconnue est une possibilité d'évolution. Dès lors, l'erreur apparaît clairement comme une pensée qui cherche à se dépasser. Il est nécessaire qu'on réalise que si nous connaissions tout,
Si nous agissions parfaitement, il n'y aurait pas d'évolution possible. C'est donc uniquement parce que nous sommes perfectibles que l'erreur existe. C'est grâce à elle que nous avançons à titre, que nous avançons à tâtons et que nous découvrons le monde depuis notre nature imparfaite. Et c'est donc en reconnaissant nos erreurs que nous passons de l'obscurité à la lumière, que nous passons de l'irréel au réel et que nous accroissons notre champ de conscience. Naturellement, plus on remonte au monde des causes, plus on perçoit l'intention qui préside à l'évolution planétaire, et moins on commet d'erreurs. Plus le panorama de la conscience est large, et plus nous percevons les chemins qui nous conduisent à demain, et moins nous nous égarons. Mais tant que nous ne maîtrisons pas encore totalement tous les plans de l'existence, nous sommes forcément sujets à l'erreur. Et c'est pourquoi même les maîtres de sagesse font des erreurs dans les domaines qu'ils ne connaissent pas encore parfaitement. S'ils ont acquis une totale maîtrise sur le plan planétaire, et ils n'y font pas du tout d'erreur, ils progressent comme tout un chacun dans l'univers par essai et erreur dans leur approche des plans cosmiques. Dès lors, saluons l'erreur qui nous permet de grandir. Sans elle, nous ne saurions pas ce qu'est l'évolution et nous resterions coincés dans de vieilles conceptions. Et saluer l'erreur, ça nous conduit naturellement au contentement, fil rouge de notre thème qui occupe le terrain conférentiel de l'année, mais non confidentiel. Alors, rappelons, si vous n'avez pas entendu les conférences précédentes, que le contentement n'est pas synonyme de bonheur et qu'il n'est pas une gratification agréable qui bercerait notre quotidien. Non. Le contentement, c'est cet état de présence qui nous permet de comprendre et d'accepter que tout, absolument tout, ce que l'existence propose, répond au mieux à ce que l'âme insuffle pour nous permettre d'évoluer. Autant dire que le contentement, comme nous l'avons vu depuis 3 mois, n'est pas toujours facile à cultiver. Être dans le contentement de ce qui nous arrive, c'est ce qu'il y a de meilleur pour évoluer. Mais si cela peut se concevoir quand tout va bien, quand nous sommes confrontés à la difficulté et à des erreurs, c'est plus difficile à accepter. Surtout d'ailleurs quand on pâtit des erreurs des autres. Et pourtant, tous nos choix, toutes nos réussites et toutes nos erreurs donnent l'occasion de développer notre discernement, notre sens des responsabilités, qui croît avec la culture du contentement. Et si ces notions sont essentielles pour nous, il faut bien comprendre qu'elles le sont aussi pour les autres. En effet, il est toujours très difficile de voir quelqu'un que nous aimons se diriger tout droit vers une erreur. Alors nous avons tendance à lui voler son expérience en lui signalant que c'est une erreur à ne pas commettre. Mais qu'en savons-nous? Bien sûr, si l'erreur nous semble importante ou grave, il n'y a pas à rester passivement les bras croisés, et il importe d'aider au plus près, en fonction de notre propre évaluation, mais sans imposer et sans choisir à la place de l'autre. Abstenons-nous de vol et appliquons aussi le contentement à la façon dont nous jugeons l'évolution de nos proches. Intéressant de voir que nous sommes des funambules dans l'art des justes relations. Et l'équilibre ne se trouve qu'à force d'essais-erreurs. L'équilibre ne se stabilise qu'en jouant en permanence du déséquilibre. Et voilà qui ne facilite pas les choses. Le contentement permet le recul et l'analyse indispensable pour tirer toutes les leçons d'une erreur. Et c'est là que le vieil adage « de tout mal sort un bien » prend tout son sens. Mais encore faut-il être capable de reconnaître l'erreur pour engrammer le progrès. Et c'est là que se situe la difficulté, parce que nous n'aimons pas reconnaître une erreur. Lorsque nous sommes persuadés que c'est juste, alors nous allons avoir tendance à insister jusqu'à ce que ça marche, quitte à nous enferrer complètement dans l'erreur. Et quand enfin nous réalisons que ce que nous considérions comme vérité est erroné,
au lieu de s'arc-bouter sur nos positions et nous couper de la joie de la découverte, c'est là qu'on peut cultiver le contentement, qui vient dire, une fois encore, que ce que la vie nous présente est ce qui est le plus adapté à notre évolution de conscience, et donc à l'évolution de l'ensemble. Sans contentement, il n'est pas possible d'élargir nos champs de vision. Il n'est pas possible d'ouvrir les champs contextuels qui nous servent de référence. Et si nous cherchons à maintenir nos anciennes vérités à la lumière de nouvelles perspectives, nous risquons fort de persévérer dans l'erreur. Et c'est là que la deuxième partie de la phrase que nous avons prise pour titre ce soir prend tout son sens. Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Diabolique, par la racine dia, signifie ce qui sépare, par opposition à symbolique, qui signifie ce qui unit. Donc, persévérer est diabolique, ça ne vient pas dire du tout que l'erreur nous conduit en enfer, mais que persévérer dans l'erreur ne permet pas d'inscrire la pensée dans le grand cycle de l'évolution, parce qu'elle reste coupée complètement d'une vision globale. Persévérer est diabolique vient dire que persévérer dans l'erreur nous coupe de l'unité de vie en mouvement. Alors, tant que les humains sont dépourvus de mental, la seule façon de se représenter le monde passe par l'imagination. Or, quand on adhère complètement au produit de son imaginaire, il n'y a plus d'espace entre ce qui est imaginé et la vérité. Dès lors, tout ce qui est imaginé devient la vérité. Et nul ne peut mettre en doute ce qui semble avoir été éprouvé intérieurement. Quand l'émotionnel pilote le mental, il tord complètement la réalité jusqu'à la faire coller à ce qu'il croit. Et c'est impressionnant de voir à quel point, lorsqu'on fonctionne émotionnellement, on ne croit pas à ce qu'on voit, on ne voit que ce qu'on croit. Alors, tant que les humains ne développent pas le mental, c'est-à-dire tant que ce n'est pas le monde des idées qui pilote l'existence, les rênes sont laissées à l'émotionnel, aux réactions. Et là, le besoin d'absolu se fait sentir. Qu'on le nomme Dieu, idéal, passion ou perception hédoniste de la vie, nous avons tous besoin à un moment donné d'absolu, d'une croyance qui donne sens au quotidien, d'une vérité à laquelle nous consacrer parfois corps et âme pour garantir le bien fondé de notre identité. Et cet absolu, c'est ce qui donne sens à la vie. Dès lors, envisager que cette vérité puisse être mise en question, ça équivaut à un effondrement. Si tout est absolument relatif, ça ne concerne pas le passionné pour qui tout est pleinement absolu. Et c'est là que le bât blesse. Pour l'individu ayant atteint cet état de conscience, il est totalement inutile de parler de vérité relative. Il est totalement inutile de parler de vérité valable uniquement dans un contexte restreint. Il est inutile d'évoquer des vérités qui deviennent des erreurs lorsqu'on élargit sa vision. C'est inconcevable. Ce qui est cru est une réalité. C'est comme ça, un point, c'est tout. Alors cette foi en l'absolu a sa raison d'être, bien évidemment, pendant de nombreuses vies. Elle forge la base d'un contexte sur lequel s'inscrit une forme de vérité indispensable au développement humain. Mais lorsque cet absolu amène la souffrance et d'injustes relations, une autre perception s'insinue alors dans les consciences. Un contexte plus large se dessine. Et la vérité d'hier apparaît comme un leurre, une erreur dont il convient de se libérer pour adopter une autre vérité naturellement tout aussi relative et naturellement tout aussi nécessaire, le temps de produire son effet. Persévérer dans cette erreur alors que nous avons la possibilité mentale de nous en détacher, ça c'est diabolique. C'est-à-dire que ça nous enferme complètement dans le séparatisme. Et quand le mental se développe, est-ce que nous sommes du coup à l'abri de persévérer dans l'erreur? Malheureusement non. Un autre danger guette, c'est celui de l'illusion.
L'illusion diffère légèrement d'une croyance. Parce que l'illusion résulte d'une compréhension partielle, d'une interprétation erronée ou de la mauvaise application d'une idée. L'illusion, c'est une certitude qui exclut la possibilité même d'une remise en cause. Une illusion défend sans l'ombre d'un doute une idée, une théorie, qui se prévaut de démonstrations et de preuves, qui viennent complètement attester de sa véracité. Elle est donc certitude construite sur des parcelles de vérité démontrées et prouvées. L'illusion est une erreur très fréquente chez tous ceux qui développent la pensée. Elle se développe allègrement dans le monde des sciences humaines ou des sciences physiques. Dès qu'un individu, quel que soit son domaine d'expertise, prétend détenir une vérité et s'y accroche comme à la prunelle de ses yeux, il s'agit là d'un flagrant délit d'illusion. Et c'est évidemment en toute bonne foi que l'individu défend son point de vue. Mais la bonne foi n'est pas garante de vérité. D'ailleurs, pour même de compréhension aimante, parce que celui qui est sous l'emprise de l'illusion peut exclure violemment tous ceux qui n'adhèrent pas aux thèses qu'il défend. Alors, voilà donc deux raisons fréquentes, il peut y en avoir d'autres, mais deux raisons fréquentes de persévérer dans l'erreur. Et toutes deux sont dues au fait d'être persuadés, consciemment ou non, qu'une vérité peut être absolue. La croyance est alimentée par l'imaginaire. L'illusion, quant à elle, est une croyance qui se veut rationnelle et démontrée. Alors, saluons l'humilité qui nous permet de reconnaître l'erreur. Parce que sans l'humilité, nous nous enfermerions dans un leurre qui nous maintiendrait complètement prisonniers. L'orgueil est une erreur toute personnelle qui vient dire que nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas, que nous nous croyons supérieurs parce que nous nous imaginons au-dessus, alors que nous sommes avec. L'erreur est humaine, mais la soutenir sans vergogne forge les barreaux de la séparativité. Errare humanum est, mais perseverare diabolicum. Alors, il n'y a pas là que nous trouvons l'erreur. L'erreur s'insinue aussi dans ce que nous cherchons à transmettre à partir du moment où nous sommes reliés à des parcelles de vérité. Les croyances, les illusions, sont donc des passages obligés sur le chemin du vrai. Ce sont des tremplins indispensables pour que l'humain se forge une représentation de sa place sur Terre et l'assume conformément à son âge de conscience. Et si dans un premier temps il a besoin de croire, c'est parce qu'il est mu par un désir de vérité. Il la cherche, il la découvre, et il prend conscience de ces vérités à force d'essais et erreurs. Il prend conscience de sa valeur relative. Et c'est ainsi qu'il abandonne, non sans douleur, les certitudes d'hier pour un présent qui demande systématiquement à être abandonné, approfondi, avant d'être dépassé. L'humain ne peut s'arrêter en chemin, même s'il stagne parfois sans modération. Il ne peut s'arrêter en chemin parce qu'il est une cellule de l'humanité et que l'humanité est engagée dans une mission sur Terre. Et c'est ainsi que l'humain découvre progressivement que la recherche de la vérité n'a d'intérêt que si elle sert réellement l'évolution de l'ensemble. Dès lors, il s'attache consciemment à remplir sa mission de passeur sur Terre, sa mission de découvreur et de transmetteur de vérité, pour inscrire sur la route que poursuit l'humanité de nouveaux repères qui serviront à tous. Mais transmettre la vérité, ça implique aussi des erreurs. Quand des parcelles de vérité nous apparaissent, nous allons chercher à les transmettre par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Et là encore, les erreurs de mise en œuvre sont nombreuses, mais elles aident à progresser en permanence. Par exemple, transmettre la vérité par la pensée nécessite de développer l'outil mental, parce que nous commettons beaucoup d'erreurs en croyant que nous pensons. En effet, penser, ça n'est pas donné d'emblée. Ça requiert un entraînement.
Utiliser l'outil mental consciemment exige que nous fassions des gammes pour le manier sans fausse note. Et c'est en général une pratique qui nous préoccupe peu parce que l'être humain intelligent est persuadé qu'il sait penser. Et c'est une erreur, car penser comporte plus de difficultés qu'il n'y paraît. En effet, penser, ça n'est pas s'approprier ce qu'on a entendu ou ce qu'on a lu. Ce n'est pas mémoriser des commentaires, des savoirs disponibles et les ressortir en l'état. Penser, ce n'est pas faire une synthèse de tous ces éléments pour pouvoir ensuite les exposer avec intelligence. Penser, c'est créer quelque chose de nouveau, à partir d'éléments vécus, ressentis, à partir de bribes de vérité que nous saisissons et que nous actualisons en temps réel. Penser, ce n'est pas réfléchir au monde des effets, mais témoigner mentalement du monde des causes, en cherchant à le traduire de façon intelligible. Penser, c'est créer, à partir de l'espace de pensée globale, en utilisant les mots de la manifestation. Et évidemment, cet apprentissage entraîne de nombreuses erreurs. Car maintenir le mental dans l'abstrait et en témoigner est évidemment un casse-tête. Ça nécessite d'entrer en terre inconnue et d'y séjourner suffisamment longtemps pour que les vibrations de ces espaces subtils nous imprègnent, transforment les fréquences de notre appareil à penser et l'inspirent pour qu'il puisse traduire en mots l'indicible et l'inaudible perçu. Alors là, vous allez me dire que traduire l'inaudible et parler l'indicible, c'est n'importe quoi. Et dans le contexte de la rationalité habituelle qui gouverne nos certitudes, oui, c'est vrai, on pourrait dire ça. Mais là encore, le vrai se dépasse. Le vrai se dépasse pour pénétrer un espace de vérité plus large, où les mots sont à redéfinir, pour approcher au mieux ce qu'ils ne savent pas encore traduire. Penser, c'est sortir du prêt-à-penser, du penser tout cuit et recuit, pour entrer dans le prana subtil du mental, sans faire le passeur attentionné, sans d'ailleurs en être toujours le traducteur fidèle, puisque nous n'avons pas encore les bons mots pour le dire. Et là encore, l'erreur s'invite et prend une place de choix. Cette erreur, elle vient nous dire qu'il n'y a pas de garantie de réussite sur l'instant, mais qu'il est nécessaire d'oser pour toucher un brin d'inédit, et qu'il suffit d'accepter de se tromper pour risquer de contacter une once de vrai supplémentaire. Et ça rend humble tous ceux qui cherchent à se familiariser avec l'abstrait. Et c'est ainsi que les chercheurs en sciences fondamentales, les philosophes, les méditants, empruntent l'escalator du mental et tentent d'ouvrir le champ sans limite de la pensée humaine. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour, et les erreurs sont nombreuses. En cherchant à concrétiser l'ineffable, les mots que nous employons traduisent les fréquences de la pensée abstraite, mais tout en la déformant. C'est pour ça qu'on dit que les mots servent beaucoup plus à voiler la vérité qu'à la révéler. Et pourtant, à force d'essais-erreurs, il faut faire avec. Et ça fonctionne. Quand on sait ça, on ne peut pas s'attacher à nos traductions comme à des vérités tangibles et éternelles. Et c'est dans ce va-et-vient entre les espaces concrets et abstraits du monde mental, c'est en différenciant progressivement le monde des causes et le monde des effets. Et c'est en nous détournant des effets pour nous faire passeurs des causes que nous remplissons peu à peu pleinement notre rôle d'humain. Et c'est en apprenant à penser que nous allons apprendre également progressivement à parler. Parce que pour transmettre nos parcelles de vérité, alors que nous ne sommes pas encore pleinement télépathes, il faut évidemment utiliser la parole. Et là encore, l'erreur est de la partie. Prenons 3 exemples. La première erreur tient à l'envie de parler de ce qu'on a appris. Ça tient à l'impatience de parler qui se précipite en mots avant d'avoir pleinement pris la mesure de ce que nous avons compris. Nous cherchons alors à expliquer aux autres ce que nous avons lu, entendu, appris pour partager et aussi pour qu'ils valident l'intérêt que nous portons à la chose. Mais dépourvus de véritable vécu intérieur,
Cette demeure demeure toute théorique. Et son impact transformateur demeure très restreint. La seconde erreur, c'est de faire preuve d'insistance. Nous cherchons à convaincre les autres à coups de parcelles de vérité que nous élevons au rang de certitude. Nous prêchons pour notre paroisse sans même le réaliser. Ainsi, si notre aura est suffisamment magnétique, nous faisons des adeptes. Mais à l'inverse, nous donnons dans les faits un repoussoir. Et dans les deux cas, nous sommes responsables de l'erreur dont témoigne notre attitude qui cherche à prendre le pouvoir, là où la sagesse inviterait à nous abstenir. Enfin, l'erreur peut se nicher dans les explications concrètes ou des développements pratiques de ce que nous avons perçu dans l'abstrait. Au lieu d'avoir une parole de sage qui demeure dans une vision globale, nous nous embourbons dans des applications de nos parcelles de vérité, où on s'enfonce dans des explications de ce qu'il faudrait faire pour appliquer ces vérités. Le risque de vouloir faire passer une opinion toute personnelle pour une vérité savante est alors une erreur fréquente. Comme vous pouvez le voir, connaître ces erreurs possibles, ça permet de parler avec une plus grande attention. Délivrer une parole juste, c'est aussi un apprentissage qui emprunte la spirale évolutive qui se raffine à force d'essais-erreurs. Et c'est ainsi que progressivement nous ajustons nos réponses à la situation, à nos interlocuteurs, ce qui permettra à chacune des parties concernées par l'échange de croître en conscience. Enfin, apprendre à penser, apprendre à parler, ça mène inévitablement au troisième aspect de la mise en œuvre de la vérité, être, par nos actes, un échantillon de ce que nous considérons juste pour le monde. C'est en servant d'exemple que nous sommes crédibles. C'est en servant d'exemple que nous interpellons. Et c'est en servant d'exemple que nous devenons des phares susceptibles d'éclairer tous ceux qui perçoivent notre lumière, et ce, sans rien imposer. Ainsi, nous concourons incognito à l'évolution de conscience. Et nous réalisons peu à peu que ce n'est pas tant nos paroles, par nos paroles que nous servons, mais par notre exemplarité et par notre cohérence. C'est cette contamination par l'exemple qui marque les esprits autour de nous. Et c'est ainsi que nous semons et que nous nourrissons les germes d'une nouvelle conscience. C'est par l'exemplarité et la cohérence que nous incarnons le changement que nous voulons voir dans le monde, comme disait Gandhi. Nous sommes donc le premier terrain d'expérimentation de nos vérités, le premier laboratoire qui traite l'erreur comme un bienfait transformateur. Nous sommes le creuset de l'alchimiste qui transforme son plomb d'erreur en or de la vérité, sans jamais se croire arrivé au sommet. Et c'est ainsi que nous cherchons à allier théorie et pratique, pour que dans leur rapport s'exprime l'unité. Mais, avant d'en arriver là, c'est vrai que nous nous trompons un nombre incalculable de fois. Bon, et alors? Trompons-nous joyeusement. Trompons-nous joyeusement pour passer d'erreur en vérité, d'incohérence en cohérence, pour devenir des exemples à imiter, et non des bouffons qui n'attirent plus personne. Dans notre quête personnelle, dans notre quête permanente, soyons des serviteurs sérieux, mais qui ne se prennent pas trop au sérieux, parce que nous sommes à la fois indispensables et insignifiants. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre richesse. Et puis, on pourrait terminer par une erreur fondamentale, encore très présente. C'est de croire qu'on peut changer le monde à partir des formes elles-mêmes, à partir de la matière, à partir de la simple compréhension mentale, à partir de notre bonne volonté personnelle. Et souvent, nous avons beau avoir compris une multitude de choses, nous sommes accros au monde des apparences. Et nous continuons de l'ériger au rang de vérité tangible, même si nous savons que les changements proviennent du monde des causes, même si nous savons que l'âme est le pôle pensant, que l'âme est le pôle transformateur de notre réalité factuelle.
nous avons tendance à continuer à traiter les symptômes à coup d'ordonnances comportementales. L'actualité nous montre, par exemple, qu'un changement de conscience est à l'œuvre. L'écologie en est un exemple. Et il est aujourd'hui complètement inutile de prescrire certaines attitudes écologiques à tous ceux qui pensent en tant qu'ensemble, à la Terre, à l'avenir commun. Ils font automatiquement le nécessaire. Mais par contre, il est inutile aussi de prescrire de nouvelles façons d'être à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas l'entendre. Seuls des changements de conscience peuvent amener des évolutions plus concrètes. Ça, c'est une erreur souvent que nous oublions. Seule notre exemplarité œuvrera sans monter de résistance. Car il ne suffit pas de comprendre pour changer. Il faut intégrer et faire sienne la transformation qui nous semble souhaitable d'incarner. Comprendre, ça permet de sortir de l'erreur mentalement. Mais si on continue à vivre comme si on n'avait rien compris, on persévère dans l'erreur. Or, nous le savons maintenant, se tromper est humain, mais persévérer jour après jour, c'est diabolique. Donc, en conclusion, on pourrait dire que, hormis le sujet de l'erreur dans son entier, et sauf erreur de notre part, rien dans ce que nous avons dit ce soir n'est véritablement nouveau. Beaucoup pourraient considérer ce qui précède comme des redites. Mais ce sont des redites que nous oublions bien souvent de mettre en œuvre. Et c'est là l'erreur. Ce à quoi nous convoque la spiritualité au quotidien se résume à ces redites. Cultiver le contentement, comprendre la loi de cause à effet, développer l'innocuité, développer l'abstention de vol, se libérer de nos préjugés. C'est tout. Ça semble simple, hein, ça ne se voit pas, et c'est pourtant un boulot à plein temps. Un boulot dont la rémunération invisible profite à tous. Un boulot où il n'est pas question d'ailleurs de prendre sa retraite, si nous ne voulons pas commettre l'erreur de nous croire arrivés et d'en être satisfaits. Sur la route du devenir, nous sommes tous des apprentis sages. Et la sagesse nous apprend que l'erreur vient toujours d'un point de vue limité. Nous avons donc à apprendre à percevoir globalement. Mais avant de voir pleinement, il faut que notre œil s'accommode. Avant de penser pleinement, il faut que notre mental accorde sa fréquence au rythme qu'il est en capacité de suivre. Avant de connaître une vérité, nous sommes dans l'erreur, et avant de nous décourager, il nous faut saisir cette formidable opportunité que l'existence propose en nous invitant à voir, à entendre, à toucher, à goûter et à respirer tout ce qui provient des mondes intérieurs. Et c'est précisément ce que nous allons faire ensemble par la méditation.